Merci. Bonsoir. Nous accueillons donc ce soir Monsieur Jean-Michel Salansky, qui est professeur de philosophie des sciences, de logique et d'épistémologie à l'université de Paris X Nanterre. Monsieur Salansky a d'abord travaillé en mathématiques avant de se tourner vers la philosophie et de se consacrer à elle. Il est l'auteur de nombreux articles et de nombreux ouvrages en philosophie des mathématiques et de la logique, en phénoménologie autour de la tradition juive et en sciences cognitives, donc des domaines assez variés. Et notamment en 2001 avec Sens et philosophie du sens, et en 2007 avec Territoire du sens, il a développé une nouvelle approche du sens dans l'expérience humaine et inventé une nouvelle méthode personnelle pour essayer de le comprendre et y réfléchir, et en particulier à l'expérience de l'amour. Et donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour toutes ces présentations et merci à tous ceux qui sont venus participer à ces journées et pour commencer subir ma présentation. Donc, je suis supposé vous parler de l'amour. Et ce que je vais commencer par essayer de préciser, c'est que j'en parlerai, je crois, d'une manière qui n'est pas normale, ou du moins qui n'est pas normale pour un philosophe. Il me semble en effet que, normalement, le philosophe s'intéresse à l'amour d'une manière que je dirais ontologique. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse dans l'amour, c'est ce que l'amour a de spécifique, peut-être d'extraordinaire, du point de vue de l'être de deux relations, de deux individus qui se trouvent en relation dans l'amour. L'amour est une relation entre deux êtres, et ce qui va nous passionner, c'est à la fois quel est l'enracinement et la conséquence de l'amour pour l'identité de chaque être et l'évolution de chaque être dans le rapport ou le processus amoureux. Donc on va, en fait, étudier l'amour du point de vue de l'être et du processus de l'amour qui est supposé être un processus intervenant dans l'être normalement. Alors, ce point de vue ontologique sur l'amour, il déclenche une problématique usuelle de l'amour. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on va se poser au sujet de l'amour et qui viennent naturellement quand on envisage comme ça l'amour comme relation entre deux êtres et quand on s'interroge sur le destin de ces deux êtres dans l'amour. Par exemple, il y a dans cette ontologie de l'amour une conviction très ancienne et très forte selon laquelle l'enjeu de l'amour, c'est la fusion entre les deux êtres. Ce point de vue est typiquement un point de vue ontologique. On dit que ce qu'il y a de spécifique dans l'amour, c'est que deux êtres qui sont séparés, au moins à l'origine, arrivent tout de même à une fusion. Donc l'amour, ce serait un mode d'être pour deux individus qui sont distincts, qui leur permet de devenir non distincts. Évidemment, la chose extrêmement célèbre qui illustre cette perspective de la fusion, c'est le banquet et le mythe platonicien, comme quoi si nous cherchons la fusion, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu fusion, justement. Et donc, que l'amour soit la recherche de la fusion, c'est la nostalgie qui le fait revenir à la condition heureuse d'origine. Dans cette problématique de base, il y a aussi beaucoup de choses qui sont connectées au christianisme. L'amour est un philosophème extrêmement important dans la tradition chrétienne. Alors ça déclenche toutes sortes de problématiques ontologiques et métaphysiques de l'amour, parce que le christianisme, justement, envisage l'amour d'une manière métaphysique et ontologique. Je vous donne quelques exemples de cette interférence ou de ce croisement de la question de l'amour et de la tradition chrétienne. Peut-être l'exemple peut-être le plus fort dans la société contemporaine, dans celle où je parle, c'est une redéfinition du christianisme qui circule et qui représente un peu la nouvelle manière d'adhérer au christianisme, qui consiste à dire que Dieu est amour. Je me souviens d'avoir vu dans les marches du Festival de Cannes à la télévision un débat entre l'abbé Pierre et Piala, qui venait de sortir son film scandaleux, attaquant la religion chrétienne, estimaient certains,
et Piala et l'abbé Pierre convergeaient, finalement étaient d'accord et faisaient assaut d'amabilité et d'amitié, parce que l'abbé Pierre avait sorti la parole magique selon laquelle Dieu est amour. Et Maurice Piala disait « Si c'est ça, je n'ai plus rien à dire contre le christianisme ». Donc là, vous voyez, l'amour fonctionne à nouveau de manière ontologique, parce que c'est à travers la notion d'amour que je comprends ce qu'est l'être de cette personne extraordinaire qu'est Dieu. Mais en dehors de cette formule, probablement très importante dans le contexte contemporain, il y a des choses plus classiques dans le christianisme, très émouvantes aussi. Par exemple, la conviction que le seul véritable amour est l'amour de Dieu. Donc cette relation entre deux êtres, qu'on appelle la relation d'amour, elle n'est vraiment elle-même que quand l'un de ces deux êtres est l'être suprême. Il faut que l'aimant peut bien être vous et moi, mais l'aimer doit être Dieu. Je pense maintenant au soulier de satin de Claudel. Au début du soulier de satin, il y a bien quelque chose comme ça. Le frère du héros, qui est en train de mourir dans un naufrage au milieu de l'océan, souhaite que son frère, qui jusqu'à présent est éloigné de toutes les choses spirituelles et de toutes les choses religieuses, souhaite qu'il trouve un chemin vers Dieu, et pour qu'il trouve un chemin vers Dieu, il faut qu'il aime désespérément une femme, parce que ce sera le chemin vers le véritable amour qui est l'amour de Dieu. Donc vous avez cette conviction que, en fait, l'amour est à comprendre sur fond de l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu est la vraie chose. Ou alors vous avez la version symétrique, consistant à dire que Dieu n'est pas simplement le seul véritable aimé, mais Dieu est en fait le seul véritable amant. Et là, on va dire que notre condition humaine exprime à chaque instant que Dieu nous aime. Dieu nous aime du seul amour vrai, absolu, désintéressé, généreux, protecteur. Et la mesure de l'amour, cette fois-ci, est trouvée en prenant non pas Dieu comme l'aimé, mais Dieu comme l'aimant. Toujours dans cette problématique classique, vous avez une lecture dialectique qui rassemble un peu les éléments que j'ai évoqués jusqu'ici, où on va dire que aimer, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un autre qui n'est pas vraiment un autre. Quand j'aime, j'aime un autre que moi, sinon c'est pas de l'amour, on dit c'est du narcissisme. Bon, on peut dire que le narcissisme est encore de l'amour. Mais là, dans la réflexion que je suis en train de vous proposer, aimer, ça veut dire aimer un autre que soi. Aimer vraiment, c'est aimer un autre que soi. Mais en même temps, du fait même de la relation d'amour, cet autre n'est plus absolument un autre pour moi. C'est comme si cet autre était en moi, c'est comme si cet autre comptait autant que moi, ou c'est comme si cet autre pour moi comptait comme moi je compte pour moi. Donc, on se rapproche de l'idée de fusion, mais c'est plus exactement l'idée de fusion. C'est l'idée que dans l'amour, le concept d'altérité bascule, et l'altérité et l'identité finissent par dire la même chose. Ce qui rejoint les notions directrices de la philosophie dialectique de Hegel. Quatrième élément qui intervient dans cette problématique de base, que je peux évoquer, vous voyez que je passe beaucoup de temps à parler de ce qui n'est pas ce que je dis moi. C'est la fausse honnêteté du philosophe qui commence par parcourir les options qui ne sont pas la sienne en faisant mine de les respecter infiniment. Il y a peut-être un peu d'authenticité là-dedans, mais enfin, je vous conseille de suspecter malgré tout le philosophe. Donc, encore une variante de cette problématique de base, c'est quelque chose qui est très bien reçu aussi dans la société contemporaine, je pense. C'est la problématique qui voit l'essence de l'amour dans le manque ou le désir. L'idée, c'est que aimer, c'est manquer. Donc, c'est être une entité, un individu qui n'est pas suffisante. L'amour, c'est la révélation du fait que nous ne sommes pas des entités suffisantes. Et donc, dans l'amour, je fais l'expérience que je manque, voire que je manque infiniment d'un autre que moi. Et ce manque est la raison d'être de ce qu'on appelle le désir. Donc, l'amour est profondément désir, et le désir est indexé sur le manque. Vous voyez qu'on est toujours dans la problématique ontologique. La question est de savoir si mon être est suffisant, si mon être contient en lui une référence à une altérité, si mon être contient en lui une référence à l'être suprême. Toutes les formules de cette problématique de base de l'amour tournent autour des grands concepts forgés par la métaphysique depuis les Grecs pour parler de toute chose qui est,
pour parler de l'être, de toute chose qui est. Et c'est ça la science qu'on appelle la métaphysique, hein, justement. Alors, cette problématique, ce que je lui reproche, c'est pour commencer de ne pas vraiment traiter de l'amour ordinaire. Pour moi, le mot amour, ça renvoie d'abord, avant tout, la première association que j'ai à partir du mot amour, c'est l'idée que quand je vois une narration, qu'elle soit théâtrale ou cinématographique, j'aime mieux qu'il y ait une histoire d'amour. Donc, vous voyez, je suis un peu loin de Dieu, la fusion, l'altérité, le manque. Je voudrais parler de l'amour en adhérant à cette notion banale de l'amour, à la notion ordinaire de l'amour de vous et moi. Deuxièmement, je vais les clarifier dans la suite, mon approche ne va pas être ontologique, mais déontologique. C'est-à-dire que je vais envisager l'amour non pas du point de vue de l'être, mais du point de vue du devoir-être. Considérer pour le manque, c'est simplement une annonce, c'est du teasing. Des précisions viendront plus tard. Mon approche sera entièrement centrée sur l'amour banal, et vous allez le constater, c'est-à-dire que je vais beaucoup me référer aux séries télévisées, aux chansons pop et à des choses de cet ordre-là. Donc vous voyez les conséquences de ma formation de mathématicien. Il restera quelque chose néanmoins dans cette approche de l'amour qui sera commune avec l'approche classique. C'est que je vais insister sur la fonction dans l'amour de l'idéalité. Il me semble qu'il y a dans l'amour un symptôme de cette relation à l'idéalité, de cette importance de l'idéalité, qui est l'existence d'un concept appartenant à la grammaire commune de l'amour et où le nom de Platon revient. Je vais évoquer Platon une deuxième fois, mais pas cette fois-ci en pensant au mythe du banquet, mais en pensant à la notion d'amour platonique. La notion d'amour platonique n'est pas une notion savante. Déjà, quand vous êtes adolescent, il vous arrive assez régulièrement que quelqu'un se moque de vous en vous disant que votre amour est simplement platonique. Et vous êtes supposé être extrêmement honteux. Ou inversement, au contraire. Déjà, dans une expérience adolescente, vous pouvez brandir l'idée que votre amour est platonique pour placer votre amour bien au-dessus des amours sordides des autres. Donc la notion d'amour platonique, elle appartient à l'usage ordinaire de la pensée de l'amour. Et là, je fais un parallèle entre l'amour et les mathématiques. Dans les mathématiques, vous avez aussi une notion, intervention du nom de Platon, cet illustre père fondateur de la philosophie. Vous avez aussi une référence au nom de Platon qui est vulgaire. Vulgaire au sens où on n'a pas besoin d'être philosophe pour utiliser cette référence à Platon. Les mathématiciens parlent du platonisme mathématique. Et le platonisme mathématique, c'est la conviction que les mathématiques disent la vérité sur un monde extraordinaire qui est le monde des entités mathématiques. Ce monde est bizarre parce que les entités mathématiques, personne ne peut les voir ou les toucher, mais celui qui est un platonisme mathématique, il croit quand même dans les entités mathématiques, même si elles ne sont en aucun lieu et en aucun temps. Et il me semble que ce que ça signale, que les mathématiciens soient capables d'assumer la posture du platonisme mathématique, ou qu'en amour, on ait le concept d'amour platonique, ce que ça signale, c'est qu'en amour et en mathématiques, il s'agit d'idéalité. Et donc la thèse que je voudrais défendre devant vous, c'est que ce qu'on appelle l'idéalité, qui est quelque chose que Platon a introduit dans la philosophie, ça n'est pas quelque chose qui est loin de l'expérience humaine. Au contraire, l'idéalité est extrêmement proche de l'expérience humaine. Et si on veut décrire notre expérience humaine dans ce qu'elle a de plus humain, de plus fragile, de plus attachant, on aura besoin d'évoquer l'idéalité. Eh bien, ma problématique déontologique pour approcher l'amour, justement, montrera ce qu'est notre rapport à l'idéalité de l'amour en particulier. Ça, c'était mon introduction. Maintenant, j'entre dans une première partie où je suis obligé, je ne peux pas faire autrement, de vous expliquer, et en même temps ça me gêne, je suis obligé de vous expliquer ma méthode philosophique, qui est la méthode de l'éthanalyse. Parce que c'est en utilisant cette méthode de l'éthanalyse que je vais vous parler de l'amour. Et donc, je ne serais pas clair si je ne commençais pas par vous expliquer la méthode de l'éthanalyse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthanalyse ? Eh bien, le point de départ,
c'est, disons, une intuition qui porte sur l'absurde. En fait, j'ai déjà évoqué cette intuition, implicitement, devant vous. C'est l'intuition que si je m'en tiens à l'être, tout est absurde. Si je me contente d'enregistrer le fait que les choses sont, si je me contente de prononcer la phrase « il y a », pour dire que des choses sont, comme disait Leibniz, quelque chose existe plutôt que rien. Donc, il y a de l'être, il y a des choses qui sont. L'espace de cette salle est. La France est, le cosmos est, les champs électromagnétiques sont, que sais-je, les rivières, les animaux sont. Tant que je m'en tiens à considérer l'être, il n'y a que de l'absurde, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'être? Que fait l'être? L'être, il est en proie au processus. L'être, il est en proie au devenir. C'est la vieille intuition dite héraclitéenne, que tout change, tout coule, tout se transforme. L'être ne sait faire que ça. Et l'être, ça lui suffit. L'être, les choses sont dans l'être, elles se transforment, elles se recombinent. C'est comme s'il y avait un énorme bourdonnement de l'être, à la faveur duquel tout n'arrête pas de se mélanger, de se transformer, de se recomposer. Et puis ça ne s'arrête pas, ça continue. Donc l'être, on a l'impression qu'il est là pour, jusqu'à la fin des temps, indéfiniment tout remélanger, tout retransformer, tout transformer, tout recombiner. On se trouve jeté, nous, dans notre existence humaine, dans l'infinie métamorphose de l'être, dans le processus absurde de l'être. C'est absurde parce que dire? Le réel s'est transformé, et alors? Il se transformera à nouveau. Nous sommes vivants, nous serons morts, et ainsi de suite. La roche subira l'érosion. Donc, il me semble que si on s'en tient à cette perspective de l'être, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, c'est l'absurde. Où commence le sens, c'est-à-dire l'inverse de l'absurde? Le sens, il commence lorsque je suis requis, lorsque quelque chose m'est demandé, lorsque je reçois une obligation, lorsque je suis le destinataire d'une obligation. Lorsqu'une tension s'exerce sur moi, une voix arrive jusqu'à moi, un message arrive jusqu'à moi qui me demande quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans l'infinie recombinaison de toutes choses selon l'être. Parmi tous les êtres, parmi toutes les choses qui sont, quelque chose s'en est détaché et compte autrement, moi qui ai reçu l'obligation. Moi, en tant qu'individu qui sait qu'il a quelque chose à faire, je ne suis plus simplement une chose qui tourne selon l'infernal manège de l'être. Je suis maintenant quelqu'un qui assume le fait que quelque chose est attendu de lui. Et c'est là que commence le sens. Donc mon but, c'est de décrire l'expérience humaine du point de vue des demandes qui arrivent jusqu'à nous, parce que ce sont, estimais-je, les demandes qui arrivent jusqu'à nous, qui nous font sortir de l'absurde de l'être et qui nous font entrer dans la signification de l'existence véritablement humaine. L'existence véritablement humaine, c'est l'existence de ceux qui essayent de satisfaire à des demandes qui pèsent sur eux. Alors, quelles sont les demandes qui pèsent sur nous? Eh bien, ce que je soutiens, c'est que diverses demandes arrivent jusqu'à nous, et en fait, on peut regrouper ces demandes. Il y a des faisceaux de demandes qui correspondent à ce que j'appelle une région du sens. Dans notre expérience humaine, il y a une pluralité de régions du sens, et chaque région du sens correspond à un faisceau d'obligations, à un faisceau de prescriptions, à un faisceau de demandes qui arrivent jusqu'à nous et que nous essayons de satisfaire. Et chaque fois qu'il existe comme ça une sollicitation organisée, systématique de sens qui arrive jusqu'à nous, eh bien notre existence sort de la pure absurdité de l'être. Alors, sous quelles conditions de telles régions du sens peuvent-elles se manifester auprès de nous? Là, j'en propose une description systématique. Je dis que tout part toujours d'un mot. Il y a un mot que j'appelle le sollicitant et qui est le mot qui porte un appel. Certains mots de la langue que nous partageons ne sont pas des mots qui désignent des choses de ce monde. Il y a certains mots tels que je ne peux pas rendre compte de ces mots en disant qu'ils désignent une pluralité d'individus du monde. Si je prends le mot « chat », à première vue, le mot « chat » est fait pour désigner toutes les entités du monde qui sont des chats. C'est ce que j'appelle un mot extensionnel. C'est un mot qui se définit par ce qu'on appelle en logique son extension, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui sont des chats. Certains mots de la langue fonctionnent comme ça.
il y a des théoriciens du langage qui ont essayé de dire que tous les mots de la langue devaient se comprendre comme ça, comme référence aux choses qui sont. Mais je dis que certains mots ne résonnent pas comme ça dans la langue. Et c'est pour ça que moi je me suis intéressé à l'amour, parce qu'il me semblait que le mot amour était le meilleur exemple d'un mot qui n'était pas un mot extensionnel. Quand vous utilisez le mot amour, ça n'est pas pour couvrir par le mot amour l'ensemble des objets amoureux, ou l'ensemble des états amoureux, ou l'ensemble des individus amoureux. Quand vous utilisez le mot amour, c'est pour signifier que vous vous référez à un enjeu. Et l'enjeu, c'est de réaliser l'amour dans une existence humaine. Donc il me semble que n'importe qui entend le mot amour comme un sollicitant, quelque chose que j'appelle aussi un mot d'idéalité. C'est un mot qui ne désigne pas quelque chose qui est. L'amour ne nomme pas des objets, mais l'amour, il exprime une exigence. L'exigence de vivre quelque chose qui soit à la hauteur de l'amour. Et c'est ça que j'appelle un sollicitant. Alors chaque fois que vous avez un sollicitant, vous avez ce que j'appelle un ethos. Derrière le sollicitant, il y a un ethos, c'est-à-dire qu'il y a une pratique humaine qui se dispose autour du sollicitant et qui est la pratique humaine de ceux qui essayent de satisfaire à l'exigence de l'amour. Vous pouvez appeler cet ethos aussi la tradition de l'amour. Autant dire que cet ethos, il a à la fois un aspect géographique et un aspect historique. D'un côté, l'ethos de l'amour, c'est la pratique humaine de tous les individus humains, de tous les membres de l'humanité qui essayent d'avoir des relations à la hauteur de l'amour. Là, je conçois l'éthos de l'amour comme une multiplicité d'individus qui simultanément, parallèlement, cherchent tous, à différents endroits de l'espace, à satisfaire à l'exigence de l'amour. Ça, c'est la vision géographique. Mais il y a aussi la vision historique, qui est que l'exigence de l'amour, je ne me contente pas d'essayer de lui satisfaire dans ma vie, je la transmets. Je transmets l'exigence de l'amour à ceux qui sont plus jeunes que moi, à mes enfants, à ceux qui viennent après moi. Et donc l'éthos de l'amour, c'est les deux à la fois. C'est une multiplicité de gens qui, parallèlement, essayent de satisfaire à l'exigence de l'amour, mais c'est aussi une multiplicité de gens qui essayent de transmettre l'exigence de l'amour. Alors que fait l'éthanalyse ? Elle essaye de dégager ce que j'appelle la sémence de l'éthos de l'amour. Et qu'est-ce que c'est que la sémence de l'éthos de l'amour ? Eh bien, c'est l'ensemble des prescriptions qu'il faut essayer de satisfaire pour répondre à l'exigence de l'amour. Je dis chaque fois que nous avons un sollicitant, ce sollicitant, c'est un mot unique, mais derrière ce mot, il y a une multiplicité de prescriptions qui sont, pour ainsi dire, les lois de l'amour, qui sont les lois auxquelles nous essayons de satisfaire lorsque nous nous engageons dans des relations amoureuses, des relations que nous prétendons amoureuses, que nous voulons brandir devant les autres comme des relations amoureuses. Et donc faire l'éthanalyse de la région du sens qu'est l'amour, c'est essayer de décrire les tables de la loi de l'amour. C'est essayer d'énumérer les prescriptions qui sont celles auxquelles nous nous relions lorsque nous essayons de satisfaire à l'exigence de l'amour. Alors j'insiste beaucoup sur un point, c'est que ces exigences de l'amour, je ne prétends pas du tout que ce sont des exigences que nous respectons constamment. Ce que je dis, c'est que lorsque nous analysons notre expérience dans la démarche de l'éthanalyse, nous pouvons reconnaître que certaines exigences, eh bien, nous devrions les respecter si nous voulions satisfaire à l'exigence de l'amour. Nous savons bien que nous n'en faisons rien. Nous avons une vision assez désenchantée du caractère misérable de notre manière de répondre à l'exigence de l'amour. Mais tout en agissant misérablement, nous ne perdons pas la mémoire de ce qu'il faudrait faire. Et ce que je cherche à décrire, et ce que j'appelle la sémence de l'amour, c'est tout ce que chacun sait bien qu'il faudrait faire. Donc voilà le programme de l'éthanalyse de l'amour. Et maintenant, je vais simplement vous raconter d'abord, très brutalement, la conclusion de mon enquête. Dans mon livre « Territoire du sens », il y a 100 pages qui sont consacrées à l'éthanalyse de l'amour. Et je vais vous lire de manière un peu résumée les conclusions qui sont produites à la page 183 du livre et où j'essaye d'expliciter les tables de la loi de l'amour. Parce que je pense que ce n'est pas possible de vous avoir annoncé une chose aussi extraordinaire que la mise au clair des tables de la loi de l'amour sans vous donner la réponse qui est celle du livre. Et après, ce que je vais faire, c'est parcourir devant vous 2 de ces prescriptions pour essayer de vous montrer comment je les présente et comment j'essaye de convaincre mon lecteur et vous ce soir
que ce sont bien des exigences que nous devrions suivre si nous voulions être à la hauteur de l'exigence de l'amour. Alors, je vous énumère ce que j'appelle les clauses de la sémence de l'amour, c'est-à-dire la série des prescriptions qui constituent l'étape de la loi de l'amour. La première, c'est que vivre une relation amoureuse, c'est réussir une conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié. J'expliquerai plus, mais c'est la première exigence. Lorsque nous nous engageons dans une relation amoureuse, lorsque nous voulons que ce soit une relation amoureuse, eh bien ça comporte ce programme-là. Réussir la conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié. Deuxième prescription, eh bien, vivre une relation amoureuse, ça veut dire vivre quelque chose qui a le pouvoir de redéfinir la totalité de la vie. C'est-à-dire que l'amour nous demande que nous le vivions comme un lien qui n'est pas une partie de notre vie, mais qui devient le tout de notre vie. Vivre l'amour, c'est vivre un lien qui est tout. Troisième exigence, elle est très célèbre, c'est l'exigence de la fidélité, l'exigence de l'exclusivité sexuelle. Ou on peut la reformuler en disant que dans l'amour, pour vivre l'amour, nous devons abandonner notre corps dans un abandon qui est égal à la mise d'une vie. Et c'est pour cette raison que l'amour est exclusif. Quatrième exigence, vivre l'amour demande de nous que nous nous représentions l'émergence de l'amour comme une séduction. Nous avons à donner à l'amour une origine mythique qui serait quelque chose comme une alchimie impérative. Cinquième exigence, vivre une relation amoureuse nous oblige à une attention infinie à l'être aimé. L'amour nous demande de porter une attention infinie à chaque détail de l'être aimé. Sixième exigence, l'amour nous engage dans un présent extraordinaire, un présent qui est plus fort et qui est plus parfaitement présent que tous les autres présents. Et pourquoi il l'est ? C'est parce que dans ce présent, toute loi cède à la loi de l'amour. Donc il y a, dans la sémence de l'amour, il y a cette prescription que la loi de l'amour prévaut tellement qu'elle crée un présent extraordinaire. Et enfin, dernière exigence, nous avons l'obligation de vivre l'amour sous la garantie du vécu. Ce qui veut dire que notre amour doit tenir dans un « je t'aime » authentiquement vécu. Et là, ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est terrible comme exigence, parce qu'en fait, la conscience est foncièrement irresponsable et infidèle. Donc demander à la conscience de pouvoir sans arrêt assumer et tenir le « je t'aime » authentique, c'est lui demander ce dont elle est incapable. Mais néanmoins, il y a ça dans la sémence de l'amour. Donc voilà les conclusions du livre. Et maintenant, je vais juste commenter devant vous, parcourir devant vous les deux premières prescriptions de cette étape de la loi de l'amour. Et pour commencer, celle qui porte sur ce que j'ai appelé la conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié. Alors, pour présenter cette conjonction transcendante de la sexualité et de l'amitié, je pars du scepticisme à l'égard de l'amour. J'estime que c'est une bonne méthodologie pour comprendre, pour opérer l'état-analyse de l'amour, pour comprendre les exigences de l'amour. C'est une bonne méthodologie de partir du scepticisme, c'est-à-dire de ceux qui disent l'amour, ça n'existe peut-être pas. L'amour, c'est une fiction. Mon chapitre commence par le rappel de la fameuse phrase comme « Beaucoup de gens ne connaîtraient rien de l'amour s'ils n'avaient pas lu les romans ». Et mon analyse de la phrase, c'est que c'est pas pour dire que il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont jamais rencontré l'amour. En fait, le sous-entendu de cette phrase, c'est que tout le monde est dans ce cas, que l'amour n'est que dans les romans. Donc ce scepticisme, je le crois très fort, en réalité. D'un côté, nous croyons beaucoup à l'amour, mais d'un autre côté, nous sommes terriblement sceptiques. Et je me mets dans les pas de ce scepticisme pour analyser les exigences de l'amour. Et en fait, je me réclame d'un grand précédent dans le scepticisme à l'égard de l'amour, qui est le héros de Racine, Hippolyte, l'Hippolyte de Phèdre, mais l'Hippolyte avant qu'il soit amoureux d'Aricie. Hippolyte, avant qu'il soit amoureux d'Aricie, le fils de Thésée, est très célèbre dans toute la Grèce parce qu'il n'est jamais tombé dans les fers de l'amour. Il n'a jamais aimé et il méprise l'amour. Donc, essayons d'être sceptiques, essayons d'être Hippolyte. Alors on va dire,
Qu'y a-t-il dans ce que les gens appellent relation amoureuse ? Soyons réalistes, soyons empiristes. En réalité, quand vous regardez une relation qui se donne comme une relation amoureuse, ce qu'il y a, c'est 2 séries d'épisodes. Décomposez cette relation. Vous avez une série d'épisodes qui sont des épisodes sexuels, avec des degrés. Vous pouvez mettre dans l'épisode sexuel le fait de se tenir la main. Bon, et puis il y a des choses un peu plus loin. Moi, vous savez, moi je ne sais pas. Et il y a aussi une autre série d'épisodes, qui est une série d'épisodes qu'on qualifierait d'épisodes amicaux. Dans une relation amoureuse, il y a aussi le fait de porter le cartable de l'autre. Là, j'imagine un amour lycéen. Ou le fait de faire une photocopie pour l'autre, là c'est un amour plus universitaire. Ou le fait de prendre une réservation de train pour l'autre, vous voyez, là c'est plus universel. Bon. Donc il y a des épisodes, ou alors d'avoir une conversation, sur la guerre en Libye, ça peut intervenir aussi dans une relation amoureuse. Donc on va dire, si je décompose, j'ai une série d'épisodes amicaux et une série d'épisodes sexuels. Donc on va dire que l'amour, c'est juste une amitié sexuelle. Qu'est-ce qu'on appelle un amour ? C'est une amitié sexuelle. Donc logiquement, c'est juste l'intersection de 2 ensembles. Qui sont les amoureux ? C'est ceux qui sont à la fois amis et sexuellement reliés. Tous ceux qui ont les 2 propriétés sont automatiquement amoureux. Bon. Ça, c'est ce que j'appelle la notion d'amitié sexuelle catégorématique, vieux terme de la logique. Amitié sexuelle, ou ce qu'on appelle amitié sexuelle, c'est exactement ce qui est à la fois amitié et sexualité. Mais vous savez que quand vous avez une expression comme ça, avec un nom et un adjectif, c'est pas toujours catégorématique. L'exemple célèbre, c'est un homme grand. Ça, c'est catégorématique. Ce qu'on appelle un homme grand, c'est quelqu'un qui est à la fois un homme et qui est grand. Mais un grand homme, c'est autre chose. C'est pas quelqu'un qui est à la fois grand et homme. Il peut être petit, le grand homme, en fait. Et ça peut être une femme, même, à mon avis. Donc, un grand homme, c'est 5 catégorématiques. C'est-à-dire qu'il naît une signification qui transcende les 2 significations de base. Donc, l'autre hypothèse, l'hypothèse romantique, l'hypothèse de la tradition de l'amour, c'est que l'amour, c'est une amitié sexuelle, mais 5 catégorématique, c'est-à-dire comme grand homme. Quelque chose qui est plus que la somme logique de amitié et sexualité. Et enfin, il y a une 3e hypothèse qui est que, hypothèse extrêmement matérialiste, l'amour c'est juste la sexualité. On a un mot emphatique, ça nous plaît, ça nous flatte, ça fait de la littérature, ça fait des films, mais en réalité, la seule chose qu'il y a, c'est la sexualité. Donc vous avez 3 thèses sur l'amour. L'amour c'est l'amitié sexuelle catégorématique. L'amour, c'est l'amitié sexuelle 5 catégorématique, et l'amour, c'est la sexualité. La première et la 3e de ces thèses est sceptique. Elle pourrait être la thèse d'Hippolyte. Seule la seconde a l'air de coller au programme. Je rebondis sur cette histoire. J'ai un autre exemple dans le livre, qui est un exemple tiré de Un gars, une fille. Si vous connaissez cette micro-série à succès, télévisé. Et dans un des épisodes de Un gars, une fille, il y a un des 2 héros, je ne sais plus lequel, qui dit, je pense que c'est la femme, qui dit à l'homme, une copine avec qui on couche, c'est une maîtresse, mon chéri. Donc vous voyez, l'idée, c'est que ça reprend mon topos de l'amitié sexuelle. Alors, comment entendre cet énoncé ? Une copine avec qui on couche, c'est une maîtresse. Il y a 3 manières de l'entendre. Vous pouvez l'entendre comme l'illustration de la thèse selon laquelle l'amour, c'est l'amitié sexuelle catégorématique. C'est une copine, donc il y a une relation d'amitié. On couche, donc il y a de la sexualité. Par conséquent, c'est une maîtresse, c'est-à-dire c'est une relation amoureuse. Donc on peut avoir l'impression que cette phrase est une phrase sceptique qui enregistre la définition de l'amour comme amitié sexuelle catégorématique. 2e manière de l'entendre, on peut comprendre que ce que dit cette phrase, c'est que, en fait, si c'est une copine et qu'en plus il y a des relations sexuelles, alors, probablement, il y a plus. C'est-à-dire, au moment où on dit c'est une maîtresse, on sous-entend que derrière cet élément sexuel qui s'est ajouté, il y a forcément plus qui s'est greffé. Le supplément sexuel n'était pas un supplément suffisant, il a apporté avec lui un autre supplément qui est l'amour comme quelque chose de transcendant à la fois l'amitié et la sexualité. À ce moment-là, on rentre dans
la conception de l'amour comme amitié sexuelle, 5 catégorématique. Ou alors, on peut aussi entendre la phrase comme disant que, puisqu'il y a des relations sexuelles, c'est de l'amour, on peut oublier l'amitié qui était nommée au début dans copine, et peut-être que la phrase est une manière de confirmer la définition de l'amour comme pure sexualité. Donc, je voulais vous déployer le problème. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être sceptique ? Première raison pour laquelle on ne peut pas être sceptique, c'est que, et pourtant nous sommes sceptiques, nous sommes tous sceptiques, mais en même temps on ne peut pas être sceptique. Pourquoi ? Première raison, c'est parce que le passage de l'amitié à l'amour est une révolution. On sait bien que quand il y a une relation qui s'est stabilisée dans l'amitié, alors certains disent, si elle s'est stabilisée dans l'amitié, c'est foutu. On ne pourra jamais en faire un amour. Mais il y a une autre conception, bien attestée dans la tradition humaine, selon laquelle une amitié peut devenir un amour, et ça fait même des histoires d'amour grandioses. Mais si on le croit, on pense que cette amitié ne peut devenir un amour qu'à la faveur d'une révolution. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est When Harry Meets Sally, dont le sujet est exactement ceci, cette affaire-là. Deuxième exemple de ça, je vais vous citer Céline Dion, j'aime beaucoup Céline Dion. Il y a une chanson du début de la carrière de Céline Dion qui s'appelle « Comment l'aimer », si je ne me trompe, où elle décrit exactement cette situation. Dans la chanson, elle parle d'un homme qu'elle fréquente et avec lequel elle est dans une relation d'amitié, et elle voudrait la faire passer au stade supérieur. Et donc dans la chanson, il y a « Je ne sais pas si par amour ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de l'ami à l'amant ». Vous voyez, on atteste l'idée que c'est une révolution seulement qui peut faire passer de l'amitié à l'amour. Donc si c'est une révolution, ça veut dire que ce n'est pas juste rajouter un caractère. Quand les gens disent que c'est l'amitié sexuelle, ça veut dire que c'est comme si 2 amis décidaient que maintenant ils vont jouer au billard. Alors maintenant ils sont des amis qui jouent au billard. Ce n'est pas une révolution. Bon, mais là, si rajouter la sexualité pour arriver à une relation amoureuse, ce n'est pas de cet ordre-là. Donc on ne peut pas traiter le rajouter la sexualité comme rajouter le billard. Deuxièmement, la sexualité n'est pas l'amour non plus. On en a des expériences cuisantes. Je cite par exemple le cas où vous aimez quelqu'un, cette personne ne vous aime pas, elle gravite et sautille ailleurs, dans des choses qui lui plaisent, et où elle n'a absolument pas besoin de vous. Donc vous êtes malheureux. Mais il se peut que dans ce moment de malheur, vous ayez des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Et chacun sait que ça ne guérit nullement, pas du tout. La douleur reste exactement la même. Et même si la sexualité que vous avez avec cette personne que vous n'aimez pas et qui est supposée vous consoler du fait de l'abandon de la personne que vous aimez, même si cette sexualité est meilleure, si elle mérite toutes les meilleures notes dans un magazine consacré à la chose sexuelle, eh bien, vous avez la nostalgie des mauvaises relations sexuelles avec cette personne que vous aimez, au sein même de ces excellentes relations sexuelles avec cette personne que vous n'aimez pas. Donc on a des expériences pénibles du fait que la sexualité n'est pas l'amour. Certains essayent d'avoir une conception comme quoi la sexualité est l'amour, mais ils ne veulent pas complètement perdre l'idéalité de l'amour. Donc ils disent, dans la sexualité, il y a déjà tout. Et donc ils vont proposer une description emphatique de l'amour en disant, la relation sexuelle, c'est une ouverture à l'autre. Dans la relation sexuelle, je m'ouvre à l'autre. Bon. Et donc avec cette formulation, on récupère quelque chose qui brusquement est plus que de la sexualité. Mais alors on a lâché la définition empiriste de l'amour comme sexualité. Mais de toute façon, on sait bien que la sexualité, même si elle a ces dimensions en elle, qui peuvent faire d'elle de l'amour au sens vrai, elle n'en est pas la garantie de ce passage à l'amour au sens vrai. On sait que le corps est utilisable à minima. Le corps est utilisable sans investissement, sans affect. Alors, comment est-ce que je conclus toute cette réflexion ? Je conclus en essayant de contourner la difficulté du scepticisme, en disant que le problème n'est pas que l'amour existe au sens ontologique. Le problème n'est pas de savoir si il est possible qu'une amitié soit en même temps une relation sexuelle et plus que l'un et plus que l'autre. Le problème, c'est que l'amour, c'est l'exigence de cela. Que ça soit possible ou non, d'une certaine manière, la loi de l'amour nous demande de réaliser dans nos vies une relation
qui soit à la fois sexuel et amical, et qui soit amical dans son caractère sexuel et sexuel dans son caractère amical, et qui finalement soit plus que tout cela, en étant l'un et l'autre. Donc ce qui est demandé par la loi de l'amour, une des prescriptions de l'amour, c'est réalise dans ta vie une conjonction syncatégoramatique ou transcendante de l'amitié et de la sexualité. Et c'est ce que j'appelle la solution éthanalytique du scepticisme à l'égard de l'amour. Le scepticisme qui dit, en fait, il y a juste la somme de ces deux choses, on lui répond de cette manière, en disant, peut-être qu'avec vos détecteurs ontologiques, vous pouvez traquer que l'amitié et la sexualité, mais en tout cas, l'amour est l'exigence de plus que cela, ou d'autre chose que cela. Alors, autre remarque, ce programme, cette exigence de l'amour, de réaliser la conjonction transcendante de l'amitié et de la sexualité, il est tellement fort qu'en réalité, quand vous êtes dans l'amitié, vous êtes tenté de passer à l'amour, et quand vous êtes dans la sexualité, vous êtes tenté de penser à l'amour. C'est-à-dire que ce programme, il est tellement fort auprès de nous, cette région du sens qu'est l'amour a tellement d'autorité sur nos existences, que dans toutes nos amitiés et dans toutes nos relations sexuelles, nous nous sentons appelés à l'amour. Nous prenons cette amitié ou nous prenons cette relation sexuelle comme l'amorce d'un amour possible. Et enfin, dernière remarque sur cette première clause de la sémence de l'amour, je suggère que le mot « intimité » exprime peut-être exactement cette conjonction transcendante de l'amitié et de l'amour. Quand vous prononcez le mot « intimité », quelque part, vous ne savez pas si vous dites l'amitié ou la sexualité, et vous avez l'impression aussi, peut-être, de dire en même temps l'amitié, la sexualité est mieux que l'une et l'autre, en disant intimité. C'était mon premier exemple. Maintenant, je prends mon deuxième exemple, qui est un lien qui est tout. Donc c'est la prescription de totalité que je vois dans l'amour. Alors je pars d'une expérience qui me paraît être indicatrice de cette prescription de totalité. Et je redémarre, vous savez, tous les gens qui sont un peu amoureux de la tradition de l'amour aiment la dépossession de celui qui a perdu son amour. Je pense que c'est un critère. Si vous n'avez pas une empathie véhémente pour la personne qui aime toujours mais qui n'est plus aimée, qui a perdu l'amour, vous n'êtes pas vraiment dans le coup, vous n'êtes pas un vrai fan de l'amour. Alors, je vous signale d'ailleurs une chanson qui pour moi est une expression extraordinaire de ça. C'est une chanson du début de la carrière de Julien Clerc, qui a été écrite par Étienne Rodagil, qui était un ami très cher. C'est la chanson « Sur tes pas », si vous avez l'occasion de l'écouter. J'espère que certains d'entre vous, au moins, partageront le sentiment que j'ai vis-à-vis de cette chanson. Alors, je reviens à ma situation. Pour présenter cette exigence de totalité qu'il y a dans l'amour, eh bien, je vais évoquer le cas où vous aviez une relation amoureuse, vous étiez dans une belle relation amoureuse avec A, je reprends la terminologie que j'utilise dans Sens et philosophie du sens. Donc la personne perdue, je l'appelle A. Point. N'y voyez aucune allusion à qui que ce soit. Donc vous avez perdu A, et vous vous souvenez que pendant que vous aviez la relation amoureuse avec A, il y avait beaucoup de choses que vous faisiez avec joie, et vous aviez l'impression que ces choses étaient totalement indépendantes de la relation amoureuse avec A. Par exemple, vous faisiez une partie de tennis avec votre cousin. Ou alors, vous aviez l'habitude de déjeuner avec un ami que vous aimez bien. Vous déjeuniez régulièrement au restaurant turc avec cet ami. Pendant la relation amoureuse avec A. Ou alors, vous aimiez bien regarder la télévision tout en lisant un livre de mathématiques. C'est probablement pas votre cas, mais bon. Voilà des choses que vous faisiez avec bonheur pendant la relation amoureuse avec A. Et maintenant, la relation amoureuse avec A est finie. Et vous vous dites, mais je peux... d'accord, j'ai perdu A, c'est très triste. Mais normalement, je peux revenir à ces choses qui étaient des petits bonheurs, qui comptaient beaucoup dans ma vie, et qui étaient des choses que je faisais déjà avant la relation amoureuse avec A, qui sont des choses à moi, des choses par lesquelles je me sauve, des choses par lesquelles je m'en tire. Et donc, vous recommencez, vous essayez d'avoir le déjeuner avec votre ami au restaurant turc, vous essayez la partie de tennis avec votre cousin, vous essayez de lire votre livre de maths en regardant Les Feux de l'amour. Et vous constatez que rien de tout ça ne marche. Parce que
tout ça est indexé sur la période heureuse où c'était en parallèle avec la relation amoureuse avec A, et maintenant, l'absence de la relation amoureuse avec A, d'une manière absolument scandaleuse, vous prive de ces unités, de ces petits bonheurs qui, croyez-vous, jusqu'alors, vous appartenaient. Eh bien, pourquoi ça ? C'est parce que l'amour, justement, fonctionne de cette façon totalitaire. L'amour, il ne se contente pas d'être une relation amoureuse avec son territoire particulier. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, cette relation amoureuse imbibe, contamine tous les éléments de votre vie. Toute votre vie est traversée par cette relation amoureuse et, pour ainsi dire, redéfinie par elle. Et donc maintenant, le déjeuner au restaurant turc avec votre ami, il faut qu'il y ait la relation amoureuse A à côté, sinon il n'est plus lui-même. Vous l'avez perdu comme possibilité bien à vous, indépendante et autonome. Bon, je vais citer Eddie Mitchell, cette fois, à l'appui de mon discours. Vous connaissez la chanson « Il y a toujours un coin qui me rappelle ». Bon, c'est ça l'idée. Il y a toujours un coin qui me rappelle, ça veut dire je traverse la ville et à chaque coin de la ville, ce que je vois, c'est le souvenir de ma relation amoureuse. Et donc ce coin de la ville, je ne peux plus le jubiler directement. Une fois, j'ai eu une idée d'une formulation de ça, c'est quand vous avez perdu une relation... Alors là, je parle comme parisien cette fois-ci. Excusez-moi, mais quand vous avez perdu une relation amoureuse, vous êtes triste pour le quartier latin, parce que le quartier latin ne vous verra plus avec l'être aimé. Et vous pensez que le quartier latin n'est plus lui-même, il est malheureux. Ça faisait partie du quartier latin que vous traversiez à la place de la Sorbonne avec l'être aimé. Et tout ça, c'est la même idée. C'est ce caractère totalitaire, contaminant de l'amour. Alors, il y a des gens qui font des objections raisonnables à ça, qui disent « c'est comme ça au début ». Au début, juste après la perte amoureuse, vous êtes dans la blessure, il y a eu un trauma. Et effectivement, vous êtes comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça ? C'est parce que, en vertu d'une fragilité psychologique, vous avez inventé une dépendance à l'égard de l'autre pendant la relation amoureuse, et maintenant, vous ne savez plus rien faire tout seul. Vous êtes comme un bébé qui aurait besoin que sa maman l'accompagne pour toutes les choses de la vie. Donc on explique par le trauma, la dépendance inventée, et on dit ça passe. Et une fois que ça a passé, ça y est, vous pouvez de nouveau aller au restaurant turc. Peut-être vous allez changer. Vous allez aller au restaurant arménien. Mais en gros, ça va s'arranger. Alors, je ne suis pas convaincu par ces explications, parce que pourquoi est-ce qu'on invente une dépendance quand on est dans la relation amoureuse ? Une fois qu'on a compris cette très raisonnable explication, on devrait, la fois d'après, ne pas le faire. Ça a l'air si simple. Vous êtes dans la relation amoureuse, et ben, je garde l'attachement aux choses qui sont les miennes, je distingue soigneusement les choses qui sont les miennes, des choses qui sont communes avec l'être aimé, et une fois qu'elle m'aura quitté, tout ira bien. Bon. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, on n'évite pas. Cette dépendance, on la réinvente à chaque fois. Et en fait, ce qui est dissimulé dans cette explication, c'est que cette dépendance, elle procède de la logique de l'amour lui-même. Ce n'est pas une faute qu'on commet. C'est comme si l'amour le demandait, cette contamination. Ou encore les gens... autre objection à cette explication par la phase du trauma, et ensuite ça va mieux. C'est qu'en réalité, si vous regardez les gens qui sont dans l'après-coup d'une perte amoureuse, effectivement, il y a une période où ils sont blessés, où là, ils sont comme physiquement incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne bougent pas de chez eux, enfin, ça a des traductions variées selon les personnes, mais ils sont comme une bête blessée, ça se lit physiquement sur eux, qu'ils ont tout perdu. Et puis ensuite, ça va mieux, au bout de 2 mois, mettons, au bout de 3 mois, ils deviennent capables de faire des choses assez normales. Mais néanmoins, rien n'a changé. Pour eux, symboliquement, leur vie est toujours contaminée. Ils sont toujours capables de dire « il y a toujours un coin qui me rappelle ». Ils sont toujours incapables de jouer la partie de tennis avec le cousin. Et alors, c'est là que les gens autour leur disent « mais secoue-toi ». Vous connaissez l'injonction « secoue-toi ». C'est quand les gens en ont marre que vous leur parliez de cette relation. Et quand j'étais avec A, ils en ont marre. Bon. Et donc là, ils vous disent « secoue-toi ». Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus blessé, mais vous voulez positivement rester dans le malheur de l'amour. Vous avez l'impression que si on vous prive de ça en plus, c'est pire que tout. Alors,
Mon analyse de ça, c'est que ça fait partie des lois de l'amour. L'amour demande que la vie soit entièrement contaminée par la relation amoureuse. L'amour, il est totalitaire de deux manières. Il est totalitaire dans toute l'extension de la vie. Ma relation amoureuse s'empare de tout ce qui, dans ma vie, apparemment, est parasitaire, est à côté, est externe, et le colore, et le contamine. Ça, c'est un aspect du totalitarisme de l'amour. Mais il y a un deuxième aspect, c'est que l'amour n'est pas l'amour s'il ne prétend pas être l'amour pour toujours. Chaque amour ne peut pas ne pas prétendre être un amour jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est la même idée. C'est un lien dans l'exigence duquel il y a la totalité. Et c'est ce que j'ai l'impression de dégager par les analyses que je viens de vous présenter. Bon, voilà, j'espère que les organisateurs ne seront pas d'un avis différent, mais j'estime que j'ai rempli mon contrat et donc je m'arrête.